Bienvenue pour cette prochaine conférence placée sous le signe de l'innovation marketing. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, pour innover et se démarquer à l'ère du digital, les marques doivent sélectionner des nouveaux outils, faire parler la data et communiquer tout en restant cohérentes avec leurs valeurs et leur ADN. Des objectifs parfois antinomiques qu'il faut pouvoir faire converger. Une discussion aujourd'hui qui sera animée par un journaliste tout-terrain pour Marketing Magazine et e-marketing.fr. Vous le connaissez, vous lisez peut-être ses articles. Il décrypte les stratégies des marques en médias, la data, etc. Il fait souvent des excursions sur le territoire du retail que apparemment il affectionne tout particulièrement. Il reçoit aujourd'hui la directrice stratégie et innovation de l'enseigne Leclerc. Elle est mentor pour la thématique business, donc innovation marketing. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Clément Fage et Maude Funaro. Et dans la lancée, je vous demanderai également d'accueillir Pierre-Julien Chanzios, cofondateur des restaurants Yaya et de la maison Kalios, marque qui fournit les chefs en produits issus de la gastronomie grecque. Bienvenue, Pierre-Julien. Antoine Dubois, senior vice-président Global Marketing Strategy du groupe hôtelier Accor. Et, comme on dit en anglais, last but not least, Carole Juge-Lewellyn, CEO et fondatrice de la marque June, qui commercialise des produits éco-responsables à destination des nourrissons et des jeunes parents. Ça y est, ouf, c'est bon, c'est fait. Allez, à toi Clément. Merci beaucoup Acha pour l'introduction. Merci à tous d'être là pour assister à cette conférence. Merci aussi bien aux gens qui sont présents à côté de moi sur scène qu'à vous dans le public. Donc pour assister à une conférence qui va parler d'innovation et d'ADN de marque. Sont-ils les meilleurs ennemis ? Alors, on va voir que pas forcément, que justement en se basant sur son ADN de marque, on est capable d'innover et même de faire de l'ADN de marque un moteur de l'innovation. Avant d'embrayer avec les membres de notre panel, je voudrais tout d'abord revenir avec vous, Maude, sur le choix de ce thème. Donc, vous êtes directrice de la stratégie et de l'innovation chez l'enseigne Édouard Leclerc et également la marraine innovation de cette édition de la Paris Retail Week. Pourquoi avoir voulu accoler à ce terme de l'innovation celui de l'ADN de marque ? Bonjour Clément, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. En fait, quand on a préparé ce salon, on a fait plusieurs choses et notamment on a préparé les Retail Awards qui avaient lieu hier. On a eu énormément de candidatures et en examinant tous ces dossiers et notamment ceux de la thématique innovation marketing, j'ai trouvé beaucoup de solutions très techno, de plus en plus pointues, très intéressantes, qui toutes visent à permettre de mieux personnaliser en industrialisant le traitement de la data, grosso modo. Et toutes ces solutions nécessaires, utiles, peuvent être achetées par toutes les marques, par beaucoup de marques. En parallèle de ça, je regardais l'étude Havas qui a été réalisée dans le cadre du salon et les insights qui m'ont marqué, c'est les nouvelles aspirations des consommateurs vers plus de relations humaines, d'émotionnel, de quête de sens des marques. Et je me suis dit, maîtriser le traitement de la data, être capable de personnaliser, c'est hyper important. On est tous sur ces sujets-là, mais finalement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et j'avais envie aujourd'hui qu'on échange avec des marques qui ont un ADN très fort et qui toutes utilisent super bien le digital au service de leur ADN pour qu'on arrive justement à dépasser cette condition nécessaire qui nous préoccupe tous énormément au quotidien et à juste titre, mais qu'on replace un peu le champ du marketing dans ce qui est initialement sa vocation, c'est-à-dire exprimer un ADN de marque. Voilà. Avec un chiffre, on le voit à l'écran, donc issu de l'étude Shopper Observer d'Havas, 59% des consommateurs français qui aimeraient aller uniquement dans des magasins conçus autour d'eux et de leur passion. Alors, bon, on en est loin encore, peut-être du magasin conçu autour de la passion et des goûts des clients. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le digital, on voit une tendance forte à la personnalisation des messages.
Et ce que vous mettez un petit peu en avant, c'est qu'on passe d'une situation en fait où on a un ensemble de marques qui essayent, enfin chaque marque plutôt essaye de se distinguer auprès d'un ensemble de consommateurs en faisant valoir une ADN forte et via la publicité, via la créativité. Et on passe à une situation en fait où toutes les marques maintenant essayent de parler à chaque consommateur en ayant le même message, quitte peut-être à ce que l'identité de marque soit gommée. C'est ça un petit peu le risque. Alors, c'est clairement le risque. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que grâce au digital et à la puissance du ciblage, et on le verra tout à l'heure, on voit aussi naître des marques sur des segments d'ultra niche qui arrivent à émerger grâce au digital, grâce au ciblage, là où ça aurait été impossible avant. Mais effectivement, il y a quand même des marques qui se perdent un peu dans la techno, au sens où elles en oublient un peu leur mission première, et c'est d'autant plus préoccupant dans un contexte où les consommateurs nous disent et nous répètent qu'ils veulent consommer des choses qui ont du sens, engagées, et donc ils ont besoin de comprendre tout simplement la promesse de marque et qu'elle soit différenciante. Alors un très bon exemple justement de ces marques que vous citez, c'est June. Je me tourne vers vous, Carole. Vous êtes présentée comme une Digital Native Vertical Brand, donc née du digital. Vous, à la base, la data, le ciblage, c'est vrai que par les faits, vous êtes amené à l'utiliser, mais à la base, vous êtes vraiment né d'une communauté. Comment est-ce que vous définiriez un petit peu, justement, vis-à-vis de cette communauté, votre ADN de marque ? Ça va venir peut-être ? Voilà, ça marche. June, c'est très particulier dans la mesure où en fait la marque est née d'une volonté d'apporter une réponse à un problème. Alors je sais, ça fait un peu bullshit, c'est ce qu'on dit à chaque fois. J'ai créé une start-up parce qu'il y avait un problème, je voulais trouver une solution. Nous, ça allait au-delà de ça. On avait constaté que les parents avaient énormément d'interrogations et avaient besoin étaient demandeurs d'informations sur les produits qu'ils utilisaient, à la fois pour leurs enfants, mais aussi pour eux. Et on s'est dit, mais c'est pas normal, justement, à l'ère de l'information continue. On parle beaucoup de big data, de la data que les entreprises utilisent, mais l'autre versant de la data, c'est une information fait le tour du monde en 90 secondes avec Twitter. À partir du moment où on a dit ça, on se dit, ok, il faut donner cette information aux gens, on doit la mettre à disposition parce qu'ils sont demandeurs. Et c'est pas que le job des journalistes, ça doit être la responsabilité des marques de communiquer d'une manière zéro bullshit sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Donc nous, notre ADN de marque, il a été immédiatement très corrélé à nos valeurs, puisqu'en fait, on n'a pas créé June parce qu'on trouvait que c'était sympa. On a créé June parce qu'on voulait absolument faire une boîte qui correspondait à ces valeurs-là. Et je trouve que c'est assez intéressant la dichotomie entre les valeurs de l'entreprise qui chez nous sont la base de pourquoi on est là, la transparence, la volonté d'amener des produits sains, la volonté d'expliquer et d'éduquer sur la façon dont on conçoit des produits et la valeur financière marchande qui est généralement le prisme premier par lequel on regarde une entreprise. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant, justement pour des marques très digitales comme nous, ça nous permet de mettre en avant ces valeurs d'une manière beaucoup plus pure et beaucoup plus forte. Ce que vous me disiez du coup en préparation de cette conférence, c'est qu'avant même de lancer, donc à la base June, c'est un service d'abonnement de livraison de couches éco-responsables. Avant même de lancer ce service, vous aviez déjà une communauté sur Facebook. Ouais, en fait, la façon dont on a lancé June, c'était assez organique. En fait, avant même de lancer le produit, on voulait déjà savoir s'il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés, parce que sinon, c'est juste nous dans notre tête. Donc, on a réuni des communautés de parents qui étaient sensibles au message qu'on avait envie de mettre en avant. C'était la transparence, c'était le sain, la livraison à domicile, le côté pratique, et puis aussi d'amener du design, parce que le monde de l'enfant, c'était un monde qui était assez pauvre en termes de design, ou qui était réservé à une élite financière, correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait faire. Donc on s'est dit on va créer une communauté, voir si la communauté en effet adhère à ces idéaux-là. Et derrière, on savait nous on avait l'idée du produit qu'on voulait évidemment mettre en vente, mais c'est pour confirmer qu'il y avait un besoin. Et c'est aussi grâce à la communauté qu'on a su grandir très très vite au-delà du mur des couches, puisqu'on a évidemment été reconnu comme étant pionnier sur le marché de la couche
en faisant la couche la plus saine classée première par 60 millions de consommateurs l'an dernier. Mais au-delà de ça, notre communauté au quotidien nous nourrit d'énormément d'idées. Et aujourd'hui, June, c'est la seule marque au monde qui peut faire à la fois des produits d'hygiène comme de la couche, des produits cosmétiques et des produits textiles. Il n'y a personne qui fait les trois en même temps. Vous en avez qui font 2 et 2, qui sont assez cohérents et assez linéaires. C'est un parapluie de marque qui est assez cohérent, mais les trois ensemble, c'est assez difficile. Et c'est un challenge en termes de marketing, en termes de branding, parce que c'est sûr que vendre du textile et vendre une crème pour le change et vendre une huile anti-vergeture pour la maman et vendre une couche, c'est pas exactement les mêmes produits, mais ça marche très bien parce qu'on est très centré sur la communauté, le rituel. Et en fait, on est vraiment une marque compagnon, puisqu'on accompagne les rituels et les clients. Voilà. Parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous êtes sur un marché où vos clients, vous les adressez pendant 9 mois, et puis après, ensuite, pour les couches, mais sur les produits, en tout cas la lingerie ou les produits cosmétiques, par exemple, ça, c'est des lancements qui ont été permis, justement, grâce à votre ADN de marque, qui vous a permis de fédérer une communauté, et ensuite, cette communauté qui vous a... de par vos échanges avec la communauté, fait grandir et donner l'envie de lancer ces nouveaux produits. Aujourd'hui, combien de références exactement vous commercialisez ? Alors aujourd'hui, on a une trentaine de références sur le site june.fr. On vend tout en digital, donc ça c'est aussi un moyen très cool de garder ce lien très fort avec la communauté, puisque chaque personne, évidemment, un acte d'achat commence par création d'une commande avec un compte mail. Et moi, au-delà d'utiliser ce mail pour derrière pusher des choses, ça commence une conversation avec le parent qui est derrière. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant parce que, évidemment, ce parent-là va pouvoir acheter d'autres produits, mais au-delà il va pouvoir acheter d'autres produits, on crée un lien. Et on a ce rapprochement qui est très fort. Toutes les semaines, moi je fais un live avec ma communauté sur Instagram, sur Facebook, et toutes les semaines, ils ont cet accès 100% direct avec moi, ils me posent toutes les questions qu'ils veulent, je réponds à toutes les questions. Et c'est un truc qu'on fait depuis 2 ans, qu'on n'a jamais arrêté de faire, on nous a beaucoup copié, on trouve ça très bien. Et je pense que ce lien-là, très fort, il a plus de valeur que n'importe quoi. Parce que c'est pas des études consommateurs, c'est pas des instituts de consommation, c'est nos parents. Le jour où on les déçoit, parce qu'il y a un truc qui se passe pas bien, ils nous le disent tout de suite, et donc on peut tout de suite corriger le tir. Et puis de la même manière, le jour où il y a un truc qui se passe bien, ça se passe bien. Et je répète souvent, une start-up, c'est un peu comme une histoire d'amour, il faut beaucoup de temps et beaucoup de preuves. Et c'est que ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire de June une boîte qui est plutôt cool. Et qui rencontre le succès, peut-être quelques chiffres aussi pour se rendre compte. Alors les chiffres, quand on a lancé il y a 2 ans, on vendait 20 000 couches par mois. Aujourd'hui, on est à plus de 2,5 millions de couches. On est 44 collaborateurs. Voilà. Donc c'est très cool. Ça va vite. Donc faut absorber le choc de la croissance. On parle beaucoup de la croissance. C'est évidemment des bons problèmes. Mais voilà, June, c'est un peu un enfant de 6 ou 7 ans qui fait 1m95, quoi. C'est sportif. Et avec des produits aussi en lingerie et en cosmétique qui ont été rapidement sold out, ce que vous me disiez. On va passer au deuxième témoignage de cette conférence, une autre marque aussi qui a un ADN assez fort. Alors, on passe d'une marque June avec une innovation qui est très centrée sur le client. Vous, chez Kalios, Pierre-Julien, c'est une innovation qui est beaucoup plus centrée sur le produit, même si vous vous adressez à des sacrés clients quand même, puisque c'est les chefs, et dont les chefs étoilés. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter Kalios et nous dire qu'est-ce qui caractérise votre ADN ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous déjà. C'est vrai qu'on a une aventure un petit peu particulière parce que Kalios, c'est une aventure familiale. Moi, j'ai repris le livret de mes grands-parents il y a 10 ans maintenant avec mon frère. On est parti de quasiment rien parce que la marque n'était pas créée. Les voisins venaient acheter de l'huile d'olive comme ça à la maison, mais il n'y avait pas de commercialisation. On a fait le parcours typique des bons entrepreneurs, école de commerce, master en finance, tout ça. Et on s'est dit, en fait, avec mon frère, parce qu'on commençait à bosser en finance, on s'est dit, c'est pas la vie qu'on a envie d'avoir, en fait. C'est pas là qu'on va s'éclater, c'est pas là qu'on va créer. Donc on avait une belle histoire familiale et on s'est dit, allez, si on quittait tout, on va se lancer dans une nouvelle aventure, une vraie aventure. On reprend le livret, on crée une marque et on va essayer de mettre en avant la gastronomie, le terroir grec. Donc voilà, on a démarré, on a pris nos scooters, on s'est fait toutes les rues de Paris pour rencontrer des chefs.
on a un peu tout essayé en fait. On a essayé de vendre en ligne, on a essayé de rencontrer les grands magasins, on a pris un stand sur les marchés. Le marché à 5h du mat le dimanche, c'était pas trop le gros kiff, mais on l'a quand même fait 2 mois et on a arrêté. Et on s'est vite dit, en fait, il y a un créneau, une chose qu'on a envie de pousser, c'est les chefs. Aujourd'hui, dans les produits, il y a plein de médailles partout, on ne sait pas trop ce que ça vaut. On s'est dit, si aujourd'hui, notre huile d'olive, elle est vendue à la table des plus grands chefs, ce sera ça notre récompense et ce sera ça notre vraie médaille. Donc voilà, on s'est fait toutes les rues de Paris. Aujourd'hui, on fournit plus de 1200 chefs en direct. On travaille avec plus de 100 chefs étoilés. On est dans 800 épiceries fines dans 20 pays. Voilà, donc je parlais d'une aventure familiale humaine. On parlait de valeurs tout à l'heure aussi. C'est vraiment quelque chose qui nous parle parce que notre ADN, c'est la qualité du produit en fait. On est vraiment focus là-dessus. Et toute notre innovation chez Kalios, elle se fait par la recherche ultime de cette qualité. Donc on peut parler de plein d'innovations, on peut parler d'innovation en termes de produits, on peut parler d'innovation commerciale, on peut parler forcément de marketing innovation en termes de management, de diversification, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que nous, notre colonne vertébrale, c'est le produit. Et c'est un vrai sujet de grandir et de faire chaque année plus de chiffres, absorber une croissance en préservant cette qualité produit. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre force. C'est très rapide de rentrer à la table des grands chefs, c'est très rapide d'en sortir. Donc on est vraiment focus là-dessus, le produit. L'illustration de cette démarche en termes d'innovation produit, on peut la voir en partie à l'écran, c'est votre bouteille. Une bouteille, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire en termes de développement de cette bouteille? Là aussi, c'était l'optique de préserver la qualité du produit. Ouais, on avait avant une première bouteille qui était très très belle, qui était transparente. Et c'est vrai que c'est pas idéal pour conserver l'huile d'olive. Donc on a eu un vrai challenge, c'est que les gens voulaient voir l'huile, voulaient voir le produit, mais en même temps, la lumière détériorait l'huile. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a fait plein d'essais, on a mis quasiment 2 ans avant de trouver une vraie solution qui fonctionne. On s'est dit, on est revenu en fait à l'histoire même de la conservation de l'huile d'olive en Grèce, qui se faisait dans des grandes jarres peintes en blanc. Et on a essayé de retrouver un petit peu cette jarre, cet amphore d'époque. Donc on a peint la bouteille en blanc sérigraphiée. On a retrouvé un petit peu la modernité via la typo, parce qu'on travaille beaucoup sur les typos. Et aujourd'hui, notre marque, elle est reconnaissable via notre typo. Et ça a permis du coup de garder un produit premium qui se voit dans les rayons parce qu'il est blanc et qu'on est la seule marque en blanc, tout en préservant le côté qualitatif. Et on a rajouté aussi un bouchon avec un bec verseur intégré, ce que personne ne faisait quand on a lancé ce produit-là. Donc voilà, c'est toujours la complexité entre je veux proposer un produit qui se vend, parce que ce qui se vend, c'est ce qui se voit, et en même temps, je veux préserver la meilleure qualité pour le consommateur. Et donc, tout un travail, enfin un ADN en tout cas, qui est centré sur la qualité, mais aussi sur la valorisation du patrimoine culinaire grec, si je peux dire. Ça vous laisse un champ quand même d'expression qui est assez important et ça vous permet aussi de faire de l'innovation produit, d'aller sur d'autres territoires, parce que vous commercialisez maintenant 70 références différentes. Oui, complètement. À la base, on est donc producteur d'huile d'olive et d'olive de Kalamata en Grèce. Et aujourd'hui, on est sourceur de producteurs grecs d'exception. Donc, une grosse partie de mon temps, je la passe en Grèce à sillonner les routes et rencontrer des gens qui font un super boulot. On les aide à créer des recettes un peu à notre goût et au palais français, parce que je trouve que le palais des chefs et puis des Français, tout simplement, est assez international. En Grèce, on a tendance à, par exemple, pour donner des exemples, c'est un pays chaud, donc les produits s'abîment vite, donc on a tendance à sursaler, à survinaigrer pour des problèmes de conservation. C'est aussi les Grecs sont des gros fumeurs, donc ils ont besoin d'exhausteurs de goût. Et on s'est dit, il y a un produit brut qui est juste magnifique. Si on essayait de garder ce produit brut et en même temps d'essayer de l'améliorer avec l'expérience culinaire des chefs français. Donc aujourd'hui, tout simplement pour créer un nouveau produit, je vais sélectionner avec nos équipes
les producteurs qui ont vraiment des produits d'exception, on les ramène à une dizaine de chefs à peu près avec qui on travaille et qui sont 100% objectifs. On ne les paye pas pour ça, c'est vraiment de la pure curiosité. On va voir des chefs étoilés comme des chefs de la bistronomie et on leur amène les produits. Et ils nous disent, voilà, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, bon ça arrive rarement, ou soit c'est vraiment un produit que je trouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai que si le produit fait l'unanimité, ensuite on va le commercialiser auprès des chefs. Et une fois que la majorité de nos chefs achètent ce produit, on le rend accessible au grand public via les épiceries fines. Donc c'est vraiment, quand je parlais de colonne vertébrale, je pense que c'est très difficile au démarrage de se forger un vrai ADN, un fort ADN, mais à partir du moment où on a une base et des racines extrêmement ancrées, c'est très facile d'innover en suivant toujours ce même chemin. Et on parlait un petit peu, est-ce que l'innovation finalement ne nous fait pas dévier de notre ADN initial? Moi je pense que c'est l'inverse, l'innovation au contraire, elle vient ancrer encore plus notre ADN. Et quand on crée un nouveau produit, c'est une nouvelle porte d'entrée vers notre marque, vers notre produit de cœur qui est l'huile d'olive. Donc aujourd'hui, pour moi, un nouveau produit, il vient tout simplement renforcer notre ADN. Et rapidement, Pierre-Julien, peut-être la place du digital dans tout ça. Vous avez des enjeux en termes de référencement aussi de votre produit. À partir du moment où on cherche où est commercialisée l'huile Kalios ou l'ensemble de vos références, j'imagine que ça impose aussi quand même une certaine gestion d'innovation d'un point de vue digital chez vous. Ouais, alors on a démarré avec 0 € en poche, donc on a été obligé d'être un petit peu plus créatif, un petit peu plus innovant que sûrement beaucoup d'autres. En fait, on n'a pas réellement une innovation poussée dans le digital. La seule chose, c'est qu'on va essayer d'avoir un petit peu plus d'audace peut-être. Et on a des équipes qui sont très jeunes, qui sont dans notre philosophie. On a un management, je pense, assez moderne aussi. Nos équipes aujourd'hui, elles ont exactement les mêmes valeurs que nous et la même implication dans l'entreprise. Et je pense que ça se ressent vraiment dans notre communication. Et on essaye de faire des choses à la fois un peu décalées, ce qui va à l'encontre du côté ancestral. Kalios, c'est une marque d'huile d'olive depuis 1832. On produit depuis 1832. Et en même temps, on a une communication assez jeune et fraîche et décalée. Et c'est ça, en fait, cet équilibre-là qui est dur à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, en fait, ça marche tout simplement. Maud, peut-être une première réaction après les témoignages de ces deux marques qui mettent à l'honneur en tout cas leur ADN et leur authenticité. J'ai envie de dire, c'est un petit peu dans l'air du temps. Moi, surtout quand j'écoute le témoignage de Carole chez June, je trouve ça assez intéressant quand même d'avoir une marque comme ça qui découche, passe à la cosmétique, qui se retrouve par exemple en concurrence, moi, avec une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Arbre Vert, qui pareil est partie des produits quand même ménagers, des produits lessives et qui se retrouve aussi sur la cosmétique. Donc on voit que l'authenticité, c'est un vrai passeport en tout cas pour innover, pour aller sur de nouveaux terrains. Vous, quelle réaction vous avez par rapport à ces deux témoignages ? Merci d'abord pour vos deux témoignages. Comme tu le dis, en fait, on a deux histoires de pure innovation qui partent d'un ADN très fort. Et alors, dans le cas, c'est un produit, dans l'autre, c'est des convictions et une communauté, donc c'est un peu différent, mais dans les deux cas, on est sur une niche petite, avec une promesse très claire, très précise, et toute l'innovation, elle est au service de ça, c'est ce que vous disiez à l'instant. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la manière dont ces deux marques utilisent le digital au service de ça. Et finalement, s'il n'y avait pas eu tous ces outils, vous n'auriez pas pu faire ce que vous avez fait aussi vite et de manière aussi puissante. Dans le cas de June, June, c'est une marque communautaire, ça a été très bien expliqué. C'est les outils, les réseaux sociaux qui permettent, utilisés intelligemment, d'industrialiser en fait cette marque horizontale et de la faire grandir vite. Dans le cas de Kalios, c'est une marque beaucoup plus centrée sur le produit, mais s'il n'y avait pas eu le digital, je ne sais pas si vous auriez pu avoir une expansion aussi internationale, aussi rapide, avec des moyens de départ aussi faibles. Et donc dans les deux cas,
c'est un démultiplicateur. Oui, des marques horizontales, ça existait déjà avant June, évidemment. Mais bon, les communautés, il fallait les visiter chaque semaine, c'était compliqué, on ne savait pas si c'était représentatif. Là, vous atteignez l'échelle très rapidement, en restant très très fidèle à votre ADN de marque et très pointu sur votre cible. Et je trouve que ces deux témoignages sont intéressants dans ce sens-là. Ah, Carole, oui. Si je peux avoir un petit droit de réponse. Je ne suis pas complètement d'accord avec le côté niche. Je vais parler très égoïstement de June. Il y a 2 millions d'enfants en France qui portent des couches. C'est pas une niche. Pour moi, une niche, c'est... je fais du cheval. Le milieu du cheval, c'est une niche parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui en font. Mais je veux dire, 2 millions d'enfants qui portent des couches, plus derrière, forcément, ça doit faire 6 à 8 millions de par an. Je pense qu'on est à 15 ou 20% du marché français, ce qui pour moi n'est pas une niche. Enfin, si j'avais l'intégralité de ce marché-là, on serait très bien, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et après, on parle beaucoup du digital, mais il faut arrêter de croire que le digital, c'est gratuit. La différence, c'est que les marques digitales comme nous, on a des moyens limités, mais on est obligé d'avoir des moyens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les premières pubs qu'on met sur Instagram, on a mis 500 €, et le mois d'après, on a mis 1000, et le mois d'après, on a mis 5000, mais on a forcément mis de l'argent. La différence, et nous, on le voit aujourd'hui, parce que on commence à se poser des questions, et on commence à être démarché par des gens qui font de la pub d'une manière plus traditionnelle, c'est juste que nous, on n'avait pas les moyens d'aller faire de la pub télé, d'aller faire du billboard dehors, et donc on s'est servi de nos moyens pour optimiser au maximum. Mais on est excessivement héroïste, enfin, je pense que tu es un peu pareil, mais je veux dire, on est très héroïste, c'est-à-dire que la différence entre des petites startups, c'est pas une question de niche, et c'est pas une question de, entre guillemets, vous ne pouviez faire que ça, c'est juste... On est héroïste parce que notre survie en dépend, et donc on a besoin d'être très smart, très sharp dans notre décision. Et s'il y a un truc qui ne marche pas, on n'attend pas 6 mois avant de le couper. Un truc qui ne marche pas, le mois d'après, la semaine d'après, c'est fini. Donc je mettrais juste ce petit bémol-là. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'allocation de l'argent. Mais c'est exactement mon point, en fait. Quand je dis niche, c'est par rapport à Pampers. Vous êtes quand même une marque qui émerge sur un marché de PGC large, commun, avec des marques bien implantées. Faire émerger une nouvelle marque sur ce marché-là, avec un positionnement particulier, aussi vite, c'est pas simple. Et donc, avec des moyens limités au départ, sans le digital, je sais pas si ça aurait été possible aussi vite. Ouais, je suis assez d'accord avec toutes les deux. C'est vrai que le digital, on peut le démarrer sans moyens. C'est ce qu'on a fait, nous, du moins, on l'a démarré sans moyens. Alors, au bout d'un moment, si on veut accélérer, il faut mettre de l'argent, ça c'est sûr. Mais le digital, par exemple, nous, on s'aide de nos chefs, par exemple, comme des ambassadeurs. Et aujourd'hui, sans payer des chefs, on va les challenger pour qu'ils nous apportent de la visibilité. Et c'est une façon de gagner de la visibilité gratuitement. Et en plus, de se rapprocher encore plus de nos clients dans notre partenariat commercial. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi quelques coûts qu'on peut faire sans dépenser trop de sous sur le digital et qui peuvent booster complètement notre expansion. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se limite un petit peu, tout devient vite très cher. Mais au démarrage, à l'amorçage, ça peut démarrer avec très peu de moyens. Oui. Alors peut-être aussi une différence que vous vouliez mettre en avant, Maud, c'est que contrairement à June ou à Kalios qui commercialise au final un nombre de références qui est assez limité, vous, chez Leclerc, vous devez mettre en avant un nombre incalculable de références auprès d'une très grande communauté de clients. C'est là aussi que ça complexifie peut-être votre approche de l'innovation et dans un cadre d'une ADN quand même qui est assez marqué chez Leclerc. Absolument. Enfin, quand je dis qu'on est sur un marché de niche, ça ne veut pas dire que les enfants qui portent des couches sont une niche. Mais nous, chez Leclerc, on est une ancienne de GSA, donc on adresse le mass market. Donc on est tout de suite en millions de clients, en milliers de références, avec des produits de PGC de grande consommation, donc avec des marges faibles. Ce qui n'est pas le cas des produits Kalios et June relativement, parce qu'on n'est pas sur le même segment et c'est deux choses différentes. Et donc, et en plus, la plupart des produits qu'on vend, à part nos MDD bien sûr, peuvent être trouvés ailleurs. Et donc la question de l'ADN et de l'identité de marque, elle n'est pas évidente à résoudre, puisqu'on vend des produits communs à tout le monde, à des clients qui sont très différents les uns des autres, dans plein de magasins et qui pour la plupart se retrouvent ailleurs.
Comme vous le disiez, chez Leclerc, on a un ADN de marque qui est fort, en tout cas auquel on croit et qui a la particularité d'être constant depuis le début, qui est l'accessibilité, à la fois en prix et en termes d'offres. Et donc, en termes d'innovation marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution de notre offre commerciale et de services est focalisée autour de cet ADN, pour éviter la dispersion, pour rester lisible, pertinent, différenciant. On est toujours sur ce sujet d'accessibilité. Pour vous donner quelques exemples, mais il y en aurait plein d'autres, si on reste sur le marché des enfants de moins de 3 ans, récemment, on a, pour aller dans le sens de la demande de meilleurs produits, etc., on a passé toute notre offre de MDD alimentaire petite enfance, donc 0-3 ans, en bio. Voilà. C'est type d'innovation, alors pour le coup produit, sur laquelle on a travaillé. Pour vous donner un deuxième exemple un peu plus digital, Leclerc n'était pas présent à Paris jusqu'à récemment pour plein de raisons historiques. Et pour apporter aux Parisiens les prix de l'hyper Leclerc, on a monté une offre dédiée qui s'appelle Leclerc chez moi, qui apporte, c'est de la livraison de courses à domicile au prix Leclerc de l'hypermarché. C'est le type d'innovation sur lesquelles on se concentre en ligne avec notre ADN. Alors, réussir à innover en ayant un grand nombre de marques dans son portefeuille joue aussi sur l'omnicanalité et la personnalisation des messages. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, peut-être, Antoine, chez Accor. On peut faire un parallèle aussi avec Leclerc de par la taille, en tout cas, de l'entreprise et de ce qu'elle commercialise. Comment est-ce que vous réagissez un petit peu à tout ce qui est dit sur ce thème de réussir à innover tout en essayant de conserver un ADN, ou en tout cas des ADN, dans le cadre des 39 marques différentes qu'accueille Accor? Bonjour à tous. Donc moi je suis en charge du marketing stratégique du groupe Accor, c'est-à-dire que mon rôle c'est de réussir à présenter Accor et son futur comme Accor est une maison des marques. C'est-à-dire que j'ai l'ADN bien évidemment corporate du groupe Accor, mais comme vous l'avez dit, j'ai 39 marques dans l'univers de l'hôtellerie et de l'hospitalité et plus de 50 marques dans d'autres univers comme le coworking, les bars, les restaurants, etc. etc. Donc je ne joue pas avec un ADN seulement, nous on joue avec un portefeuille de marques où on doit jouer avec 39 ADN différents. Pour la faire courte, chez Accor, ce qu'on cherche, c'est de répondre aux différents styles de vie des gens. Donc on a des marques qui ont 50 ans comme Novotel et on a des marques qui ont 2 semaines comme la marque Grit qu'on vient de créer. Donc tout vient vraiment des insights consommateurs qu'on peut avoir et qu'on peut voir sur le marché. Alors le marché français, mais bien évidemment le marché international, parce qu'on est présent dans 110 pays. Donc quand on crée une ADN de marque, on pense bien évidemment le plus globalement possible à répondre à ce besoin de style de vie. Donc on est passé de 16 marques quand même à 39 marques en juste 3 ans pour pouvoir justement répondre à tous ces besoins. Donc je pense que l'ADN de chacune des marques, elle est au cœur de tout ce qu'on fait pour la marque. Donc on peut avoir bien évidemment des outils digitaux qui vont nous aider à faire émerger cet ADN, à gérer la personnalisation. Mais la grosse problématique qu'on a dans un univers qui fait un peu la différence avec Leclerc et d'autres, et pourquoi on part vraiment sur des outils très digitaux aussi pour nous aider, c'est qu'un Français moyen va à l'hôtel toutes les 1,8 fois par an. Donc quand on touche quelqu'un, même pas 2 fois par an, c'est pas évident quand même de le connaître et de pouvoir personnaliser son séjour dans cet univers. Donc on crée tout cet écosystème de style de vie vraiment pour attirer les différents lifestyles qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et on a l'ensemble des outils derrière qui nous aident à le fidéliser par rapport à l'ensemble du portefeuille et l'écosystème et qu'on puisse petit à petit mieux personnaliser son séjour physique. Parce qu'au final, on a quand même une finalité dans notre univers de l'hospitalité, c'est qu'on a une expérience physique. Au bout du compte, quoi qu'on fasse, à un moment donné, on ne dort pas sur Internet. On peut s'endormir en regardant Internet, on peut s'endormir avec son téléphone,
Mais il faut bien un lit, il faut bien un univers physique. Pareil pour tout ce qui est bar et restaurant. Donc on utilise vraiment l'ensemble de nos outils digitaux pour aider bien évidemment à la connaissance client, mais faire en sorte que l'expérience quand on est dans l'hôtel, dans chacune des marques, soit le plus personnalisée possible. Donc voilà la création de l'ensemble de cet écosystème qui nous permet de déployer plein de marques. Et ça surprend le marché, qu'on arrive aujourd'hui avec 39 marques et c'est pas terminé. Il va falloir répondre à d'autres lifestyles. La marque Grit répond à ce qu'on appelle chez nous le lifestyle de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'il faut être capable aujourd'hui de donner une deuxième chance à tout le monde. On peut donner une deuxième chance à un hôtel, une deuxième chance à quelqu'un qui a eu une expérience professionnelle peut-être compliquée au début, et l'hôtellerie peut lui donner une deuxième chance. On n'a pas vu venir ce style de vie ni cette opportunité il y a 3-4 ans. On a une nouvelle marque qui s'appelle Tribe qui est sur rendre le luxe accessible. Aujourd'hui, on voit il y a une grosse tendance à s'habiller en Zara, mais toujours avoir le petit collier Chanel, le petit truc. C'est un vrai style de vie. Et dans l'hôtellerie, on doit pouvoir répondre à ces différents styles de vie. Donc la techno vient vraiment derrière pour embarquer l'ensemble de l'écosystème. Cet aspect technologique, il a un nom que vous avez dévoilé cette année, parce que c'est All, Accor Live Limitless. Donc tout l'enjeu en fait de cette plateforme, c'est de réussir à concilier en fait ces 39 ADN différents au sein d'une expérience un petit peu unique qui ferait écho en fait à ce qu'est Accor. C'est ça, l'ADN d'un hôtelier. Ouais, c'est ça. On a je vais utiliser un jargon marketing et des mots marketing. J'espère que, je suis sûr que tout le monde me comprendra, mais bien évidemment, on attire via notre écosystème par rapport à une expérience physique réussie à un moment donné dans une de nos marques. Et la marque All, Accor Live Limitless, qui est notre programme de fidélité qui sera lancé très prochainement. Vous pouvez voir sur le maillot du PSG déjà un petit peu, on commence à travailler sa notoriété. Elle est là pour générer la personnalisation, la recommandation et un jargon marketing, j'aime pas trop ça, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient maintenant, c'est ce qu'on appelle chez nous la rétention. C'est-à-dire qu'on fait l'acquisition vraiment dans l'univers physique et la rétention pour garder nos clients dans notre écosystème et leur proposer d'aller plus loin avec nous, ce sera via la plateforme All et qui va permettre bien évidemment la personnalisation et des propositions à l'intérieur de l'écosystème du groupe Accor. Mais oui, c'est vraiment ma plateforme B2C clé, puisque c'est là vraiment que mes clients vont vivre l'expérience digitale du groupe Accor. Accor est une marque vraiment corporate avec l'ensemble de ses marques. Et comment est-ce qu'on arrive justement au sein d'une plateforme comme ça, unique vous me disiez lors de la préparation, ça nous permettra de personnaliser au maximum l'expérience qu'on va offrir, c'est-à-dire les petites attentions en fait, savoir un client ses goûts, savoir quel journal il préfère, savoir ce qu'il aime manger. Donc ça fait écho à l'ADN d'un hôtelier, c'est-à-dire de vraiment connaître ses clients et ses habitudes. Comment est-ce que vous allez réussir ensuite à conserver toutes les particularités de ces marques lorsque vous pensez innover? En préparant cette conférence, vous me parliez d'avoir une ligne éditoriale, par exemple, pour chaque marque. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que... Voilà, on a des outils parce que quand on doit gérer 39 marques avec les équipes marketing, bien sûr, on a besoin d'outils assez simples pour exprimer chacune des marques. Imaginez un vendeur qui représente les 39 marques du groupe Accor, il faut quand même lui donner des outils assez simples pour pouvoir raconter les 39 marques assez rapidement. Donc on a défini pour chacune d'elles une passion et on développe toutes nos assets de communication seulement autour de cette passion. Donc Ibis, ça peut être la musique, etc., etc. Mais pour en revenir à All, qui était le premier point où vous me posiez cette question, dans All aujourd'hui, où admettons que vous prenez tout l'univers de l'hôtellerie aujourd'hui, vous êtes récompensé pour une nuitée. Donc quand vous dormez dans un hôtel. Avec l'écosystème concret, on est récompensé pour tout ce qui est fait dans l'écosystème Accor. Donc la nuitée bien sûr, les meetings, les bars, les restaurants. Si vous allez dans nos espaces de coworking qui s'appellent Wojo, à travers le private rental, à travers notre marque One Fine Stay. Si vous allez en boîte de nuit avec le groupe Paris Society, donc toutes les boîtes de nuit parisiennes. Si vous êtes à un moment donné encarté via All, on va pouvoir connaître votre style de vie petit à petit et vous faire des propositions de plus en plus pertinentes, mais par rapport à l'ensemble de votre style de vie et pas seulement
tiens, j'ai vu que vous vouliez aller à Bali, on a tel hôtel, il est fantastique. Ça va être vraiment sur la vie de tous les jours. Encore une fois, si on ne reste que dans l'univers de l'hôtellerie, où les gens dorment 1,8 fois par an chez nous, on ne va pas développer notre connaissance client. D'où la création d'un écosystème qui se veut plus large et qui essaie de connaître nos clients dans leur vie de tous les jours. Merci Antoine pour ce témoignage. Je voulais maintenant aborder un petit peu aussi, avec l'ensemble des intervenants, quelles sont les limites un peu que vous fixez lorsque vous allez innover et qui sont un petit peu les limites qui sont déterminées justement par votre ADN de marque. Alors peut-être Carole, on peut commencer avec vous. Vous, c'est la sécurité qui prime avant tout lorsque vous lancez un nouveau produit? Nous, ce qui prime quand on lance un nouveau produit, en numéro 1, c'est notre capacité à appliquer un protocole de transparence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits que la communauté nous réclame à corps et à cri depuis 2 ans, comme la crème solaire par exemple. Et en fait, c'est impossible de faire une crème solaire 100% clean. Une crème solaire, par essence, c'est un produit qui est très utile pour se protéger à une exposition du soleil. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le meilleur moyen de protéger la peau d'un bébé du soleil, c'est de ne pas mettre un enfant au soleil. Donc ça fait 2 ans que notre communauté nous dit faites de la crème solaire. On leur dit on pourrait faire la crème solaire la moins crade possible du marché, mais ça n'est pas suffisant par rapport aux engagements que nous on prend, donc on ne le fait pas. C'est un choix qu'il faut assumer pour une raison simple, c'est que derrière, si on prenait la décision de dire ok, c'est un quick win, on va pouvoir faire des sous pendant 3-4 mois parce que ce sera l'été, d'accord, mais derrière mon ADN de marque, il est beaucoup plus important que tout ça et ma communauté est plus importante que tout ça. Donc il faut accepter de temps en temps de dire ça en effet c'est un truc que je pourrais faire, mais comme c'est pas l'aspect financier qui drive mes choix et qui drive les choix de June, c'est l'aspect quelle valeur on est capable de mettre vraiment au centre du produit. Et si on ne peut pas respecter le principe de 100% transparent, 100% clean, on le fait pas. Donc c'est un bon curseur quoi. C'est l'avantage de la transparence par opposition. Tout à l'heure on parlait du bio. Moi j'ai mangé bio. Mes parents mangent bio depuis des années. Ça fait 30 ans que je mange bio. Le bio il y a 30 ans et le bio d'aujourd'hui c'est pas le même bio. Le bio il y a 30 ans il venait de régions agricoles locales. Maintenant quand j'achète du bio parfois il vient du Pérou. Est-ce que c'est le même bio? Est-ce que c'est les mêmes chartres? Est-ce que etc. Il y a tout un débat. Transparent et non transparent c'est pas compliqué. Une vitre elle est propre ou elle est sale. Une vitre qui est presque transparente c'est pas transparent puisque c'est presque transparent. Donc l'avantage de transparent, c'est que c'est très binaire quoi. C'est soit on fait transparent, soit on fait pas transparent. Nous on fait du transparent. Donc tout ce qu'on peut faire transparent, on le fera. Si on ne peut pas le faire de manière transparente, on essaiera de voir si on peut le rendre transparent et dans ce cas-là on le fait. Si on ne peut pas, on le fait pas. Vous, Pierre-Julien, chez Kalios, la notion de binaire, c'est assez simple. C'est est-ce que les chefs adoptent ou non les produits, ce que vous disiez tout à l'heure. Là aussi, vous, ça vous a un petit peu limité dans votre innovation produit? Oui, alors moi je te rejoins à 100%, c'est blanc ou noir, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux et c'est assez radical. Typiquement, j'ai un exemple très concret. Dans le développement de la gamme, il y a un produit qui cartonne en épicerie fine, c'est l'huile d'olive à la truffe, la fleur de sel à la truffe. Dès qu'on met le mot truffe, ça marche. Donc on a fait des essais, on a fait venir pas mal de producteurs d'arômes naturels, pas naturels, de truffes, pour faire plein d'essais. Et on a abouti à un produit qui était pas trop mal. On a acheté dans les grands magasins une vingtaine de produits pour comparer. Et en fait, en goûtant les vins, personnellement, j'en ai aimé aucun, vraiment. Et notre produit qu'on avait développé, il était OK dans le haut du panier, mais c'est pas ce que j'avais envie de vendre à nos clients, à nos consommateurs qui nous font confiance aujourd'hui. Quand on achète un produit à la truffe, on le met dans nos pâtes, voilà, le produit est bon, ça passe. Quand on le goûte à la cuillère, on s'aperçoit réellement du vrai goût du produit et c'est dégueulasse. Donc moi j'ai dit, on va pas développer ce produit. J'avais déjà les Galeries Lafayette qui nous achetaient des coffrets truffes. C'était déjà vendu, hein. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'on veut respecter nos valeurs, notre colonne vertébrale. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à grandir, à bien se développer. Il faut savoir dire non, en fait, pour mieux grandir demain, quoi. Ça, c'est important. Et aussi, vous laissez la liberté, si quelque chose, en tout cas, vous freine dans votre ADN de marque et vis-à-vis des contraintes un petit peu que vous vous imposez, vous avez tout simplement lancé une nouvelle marque, Zios Organic, pour pouvoir aussi justement adresser un petit peu des nouveaux marchés et vous laisser plus de liberté dans votre innovation produit.
Peut-être un mot là-dessus. Exactement, oui. Je parlais d'innovation par la diversification. On a une problématique, en fait, les grands magasins, la grande distribution est venue nous voir en disant, voilà, on aime beaucoup vos produits, on vous veut dans nos rayons. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, en fait, parce que tout le monde se plaint qu'on a des produits pas toujours très qualitatifs en grande distribution. Mais dès que la grande distribution vient nous chercher, c'est nos concurrents qui vont nous taper dessus en disant « Ah, mais cette belle marque, elle se retrouve dans les grandes surfaces, donc on n'en veut plus. » Donc pour essayer de faire un compromis entre tout ça, on a développé une deuxième marque en fait, donc ce qui est assez contraignant parce que c'est une double communication, c'est un deuxième packaging, c'est des nouvelles équipes pour développer des produits, c'est des coûts. Mais je pense que c'était vraiment indispensable. Donc on a créé Zios Organic, qui est une marque dédiée au bio pour la grande distribution. Kalios, c'est des petits producteurs. Zios Organic, c'est des petites coopératives. Les packagings ne sont pas les mêmes. Le produit, pour des novices, on va dire, est quasiment le même. Aujourd'hui, on peut acheter un produit Zios Organic 20 à 30% moins cher. Voilà, grâce à tous ces éléments-là. Et je pense que ça aussi, c'est une façon de préserver son ADN et en même temps aller chercher des sources de diversification. Alors, développer de nouvelles marques, ça fait peut-être écho à ce que vous disiez aussi, Antoine Dubois, sur le passage à quasiment doubler le nombre de marques chez Accor en 3 ans. Ça, c'est un moyen de, justement, comme disait Pierre-Julien, préserver l'ADN des marques existantes, de lancer de nouvelles marques pour avoir un ADN qui correspond peut-être à des évolutions du marché et aussi faire évoluer tout simplement l'ADN des marques existantes. Je pense par exemple à Ibis que vous repositionnez depuis bientôt 2-3 ans. Il ne faut pas forcer l'ADN d'une marque pour rentrer un style de vie à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on débat beaucoup au sein du groupe avant bien évidemment de créer une marque, mais on est assez radical. Si on se dit qu'on a une marque qui a aujourd'hui 40 ans comme Ibis, qui a été née, qui a été créée pour donner un standard dans l'univers de l'hôtellerie économique quand il était totalement déstandardisé. À un moment donné, c'était la démocratisation bien évidemment de l'hôtellerie. Bien évidemment, on va pas forcer dans son ADN automatiquement à rentrer, par exemple, le luxe abordable. On est hors sujet. Par contre, Ibis, bien évidemment, en 40 ans, a évolué et suit les différentes tendances. Mais on reste sur la démocratisation de l'hôtellerie pour tous. Et on fait évoluer le design et on intègre bien évidemment tous les éléments technologiques dont nos consommateurs ont besoin, nos guests ont besoin au sein des hôtels. On les ouvre plus. On a une plateforme de com qui signe We Are Open. On est ouvert à tout le monde pour suivre les évolutions sociétales. Mais on reste sur notre ADN et donc on n'a pas de crainte bien évidemment à développer des nouvelles marques. Et on rejoint les problématiques aussi quand même des startups, c'est qu'à un moment donné, quand on crée une nouvelle marque, on repart à zéro en notoriété, on repart à zéro sur le faire savoir, le développement d'une communauté autour de cette marque. Donc c'est prendre un risque qui chez nous est bien évidemment toujours mesuré par rapport au business model qu'on peut avoir derrière. Alors, avant d'aborder peut-être après la séance de questions-réponses, moi j'aimerais avoir une petite conclusion aussi avec vous, Maud, sur un petit peu la teneur de ces échanges. Mais avant ça, je voudrais faire un parallèle peut-être avec le dossier central nous, sur lequel on a travaillé en tout cas pour marketing dans le cadre de cette Paris Retail Week, où on parle du sujet du New Retail, des nouvelles attentes en tout cas qu'ont les consommateurs vis-à-vis des enseignes, alors avec beaucoup d'engagement sociétal et d'engagement environnemental en tout cas dans les articles qu'on a produits à l'occasion de ce dossier, mais il y avait aussi un thème qui émergeait, celui de la proximité. Et je trouve que c'est un bon fil rouge, en tout cas, entre vos différents témoignages. Alors, Ibis qui s'ouvre au voisinage et en tout cas qui essaye de travailler comme ça ses relations de proximité avec les autres acteurs de la ville. June qui a un entretien, des relations constantes avec sa communauté pour innover. Et aussi Kalios, dans un certain sens, avec ses chefs.
vous, Maud, chez Leclerc, comment ce thème de la proximité, est-ce qu'il peut être mis en avant et aussi faire référence peut-être à votre ADN de marque, parce que Leclerc, on le rappelle, c'est un réseau d'indépendants avec une forte assise comme ça locale et de l'indépendance locale. Comment est-ce que ça peut être un levier pour vous pour innover aussi et faire valoir cet ADN ? En fait, c'est le principal levier d'innovation. Donc Leclerc, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est un mouvement d'indépendants, c'est-à-dire que chaque magasin est détenu et exploité en propre par un entrepreneur qui a quasi totale liberté pour faire ce qui lui semble pertinent dans son magasin. Ça va évidemment adapter l'offre locale, par exemple en travaillant avec des producteurs près de son magasin. Donc on a donné un nom national à cette démarche qui s'appelle les alliances locales, mais dans chaque magasin, vous allez trouver des producteurs qui sont à côté. Ça, c'est un exemple d'adaptation locale. Au-delà de ça, et je pense que c'est effectivement un point commun et un fil rouge, c'est le lien, alors l'ancrage local dans son territoire et le lien avec le client personnifié, personnalisé, mais au sens de la relation humaine. Chez nous, ces adhérents entrepreneurs, ils incarnent la marque. C'est-à-dire qu'ils ont l'enseigne Leclerc, mais c'est aussi le magasin ceci, le magasin cela. Et chaque magasin est assez différent, en fait. Et ils connaissent leurs clients. Et donc, quand on veut tester une innovation, un nouveau service, alors ça peut nous arriver de faire appel à des panels, etc. Mais souvent, on va se dire, tiens, ça, on le verrait bien dans tel environnement, on va appeler tel adhérent et qui va nous dire, tiens, je pense à tel client, à tel... C'est très personnifié, en fait. Et donc, ce local, il est incarné clairement par l'adhérent et par le client qui, en fait... c'est son magasin, il y retrouve ce qu'il y a autour. Et donc, il y a une forme de paradoxe parce qu'évidemment, on fait du mass market, on est de la grande distribution, mais on fait en même temps du commerce assez ancré. Et je pense que c'est une des caractéristiques fortes du commerce d'indépendants que chez Leclerc, on pousse beaucoup. Alors, il y a aussi une problématique data, puisque du coup, les indépendants ont la data en local. Ça, vous êtes obligé, si vous voulez avoir une réponse omnicanale, personnalisée, de récolter cette data chez les indépendants. Ça aussi, ça vous oblige un petit peu à innover, puisqu'il y a toute une infrastructure et un mode opératoire à mettre en place. Clairement. C'est-à-dire qu'il y a, comme tout le monde, on a un sujet d'omnicanalité. Okay, il faut qu'on sache reconnaître le client sur tous les points de contact. Mais comme vous le disiez, on a un sujet magasin versus national. Donc oui, on a un sujet de partage des données, d'homogénéisation de la collecte, mais aussi d'utilisation de ces données. Parce que évidemment, quand on communique à nos clients, il faut une bonne articulation entre les campagnes nationales, locales, et ce sur toutes nos actions. Et oui, ça complexifie. Merci Maud, merci à tous pour vos témoignages.